La Ciotat. La Ciotat, doux nom de la patrie, nom qui me fait rêver, nom qui me fait revoir une mer où jamais l'onde n'est en furie, un mont rouge escarpé qui s'empourpre le soir, plongé dans un abîme noir. Écrit le poète provençal, auteur dramatique et fait libre, Émile Ripert, natif de la Ciotat, et qui fut inspiré, dès sa plus tendre enfance, par ce golfe d'amour, ce golfe d'amour étant le golfe de la Ciotat. Bonjour. Émile Ripert voit le jour en 1882, dans la petite cité ensoleillée. Le nom de la Ciotat signifie simplement la cité, adossée au majestueux bec de l'Aigle et où les premières tribus humaines sédentaires s'installèrent au néolithique. En 1882, la Ciotat ne dépasse pas les 10 000 habitants et vit essentiellement de la pêche et des activités du chantier naval. 10 ans plus tard, le correspondant local du Petit Marseillais à la Ciotat annonce à ses lecteurs: Monsieur Antoine Lumière, le grand industriel lyonnais, qui a fixé sa résidence de saison dans notre ville maritime, inaugure la magnifique habitation qu'il a fait construire dans le style toscan en face du merveilleux golfe des Lecques. Antoine Lumière avait été séduit par la lumière du ciel ciotadin, et il avait donc décidé d'investir à la Ciotat et de s'y installer dans cette somptueuse demeure du Clos des Plages avec son épouse Joséphine Costille et leurs 6 enfants. C'est en fait parce que la famille Lumière y possédait une résidence secondaire que la Ciotat est devenue le berceau du cinéma. Le 13 février 1895, soit moins de 2 ans après cette brillante pendaison de crémaillère, les 2 fils d'Antoine, Louis et Auguste, véritables géotrouve-tout avant la lettre et qui avaient fait de solides études scientifiques, encouragés par leur père, déposent le brevet du cinématographe, une invention prodigieuse de Louis qui tourna le premier film de l'histoire du cinématographe à Lyon, montrant la sortie des ouvrières et des ouvriers de l'usine familiale. Mais c'est à la Ciotat que la famille Lumière descend le plus souvent possible tourner leur premier film parmi les plus célèbres. La générosité dont fit preuve Antoine envers la petite ville l'avait fait adopter très vite par la population, bien qu'il venait de Lyon. Une tare pourtant sérieuse. Celui qui deviendra son ami, Léon Bonifay, correspondant local du Petit Marseillais, confirme cette adoption sans réserve des Ciotadins et écrit le 14 juillet 1892 « Le maire de la Ciotat a reçu de M. Antoine Lumière, au Clos des Plages, 12 livrets de caisse d'épargne de 10 francs pour les élèves des écoles laïques de filles et de garçons, avec des sacs de dragées pour les plus jeunes. Cette façon de fêter le 14 juillet n'étonnera pas ceux qui connaissent les qualités de cœur de M. Lumière et l'intérêt tout particulier qu'il porte à l'instruction. » L'année suivante, c'est une somme de 2000 francs qu'il remettra au maire, M. Joseph Régnier, pour les élèves nécessiteux des écoles laïques de la ville. Quelques années plus tard, il fera don à la mairie d'une parcelle de terrain à Saint-Jean pour permettre la construction de l'école du quartier.
Pour Antoine Lumière, qui avait débuté sa carrière comme peintre d'enseigne, puis photographe portraitiste, aucun doute n'était possible. L'image animée était un marché d'avenir, à condition toutefois de marier le miracle de l'image photographique en mouvement avec la magie de la protection sur grand écran. Visionnaire et audacieux, il avait donc exhorté ses deux fils aînés à rechercher des innovations dans le domaine de la photographie, et le dépôt du brevet du cinématographe en février 1895 fut l'heureux résultat de son acharnement, autant que celui du génie de ses fils. C'est Auguste, l'aîné, âgé de 33 ans, qui, le premier, se lança dans la recherche de cette invention, avec un mécanicien, Charles Moisson. Mais il échoua, et c'est alors que Louis, le petit frère, de 2 ans son cadet, prit le relais et mit au point un mécanisme ingénieux qui se différenciait du kinétoscope dans l'usine Lumière de Lyon-Montplaisir. Comme Thomas Edison, il adopta le format 35 mm, mais contrairement à l'inventeur américain, il choisit une formule à 2 perforations au lieu de 8 par phonogramme, en s'inspirant du mécanisme de la machine à coudre de sa mère, où l'entraînement du tissu est assuré à l'aide d'un patin actionné par une canne excentrique. Louis dessina une canne originale qui actionnait un jeu de griffes dont les dents s'engageaient dans les perforations, déplaçaient la pellicule, puis se retiraient, laissant la pellicule immobile, et la réouverture de l'obturateur permettait ensuite d'impressionner un phonogramme. C'est ainsi qu'il va tourner à Lyon, grâce à ce procédé de plaques photographiques sèches, instantanées, prêtes à l'emploi, dit des étiquettes bleues, le tout premier film sorti d'usine, connu aujourd'hui sous le nom de la sortie de l'usine Lumière. 50 secondes d'une éternité qui dure encore, souligne Thierry Frémaux, actuel directeur de l'Institut Lumière de Lyon et délégué général du Festival de Cannes, dans son documentaire Lumière, l'aventure commence. Il y a eu beaucoup de drôles de machines avant l'invention du cinématographe, mais aucune après lui. C'est à Paris, le 22 mars 1895, dans les locaux de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qu'eut lieu la première représentation privée du cinématographe Lumière. Il est probable que la sortie de l'usine Lumière avait été tournée à la fin de l'été 1894, car les hommes portaient des chapeaux de paille et les femmes des robes d'été. Louis Lumière précisa d'ailleurs: « Il fallait un grand soleil, car je disposais d'un objectif peu lumineux. » Dans la foulée, Louis tourne, durant l'été, le célèbre Jardinier, qui deviendra l'arroseur arrosé, dont je vous dévoilerai quelques péripéties du tournage. À chacune des séances suivantes, en présence de nombreux scientifiques, le 11 juin au congrès de photographes à Lyon, le 11 juillet à la Revue générale des sciences à Paris, le 10 novembre à Bruxelles, devant l'association belge de photographes, le 16 novembre dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, le public est plus nombreux et enthousiaste. Antoine Lumière et ses fils sont acclamés par les spectateurs et portés au nu. Il en sera de même pour les projections publiques qui suivront à partir de septembre. Pourtant, dans ce concert de louanges qui salua la naissance du cinématographe,
des voix s'élèvent pour stigmatiser le futur septième art. Ce sont celles notamment d'écrivains qui entrevoient peut-être déjà la sérieuse menace que pourrait représenter le cinéma pour le romancier, comme Marcel Proust, Stéphane Mallarmé, Henri de Monterland, Ernest Hemingway et même le Marseillais Antonin Artaud, qui, néanmoins, en 1923, ajoutera le cinéma à ses autres modes d'expression habituels, peinture, littérature, théâtre. Au tout début du cinéma, certains d'entre eux en parlent même avec mépris. Maxime Gorky relate en ces termes sa découverte de la cinématographie à la foire de Nijni-Novgorod. Hier soir, j'étais au royaume des ombres. Si seulement vous pouviez vous représenter l'étrangeté de ce monde, un monde sans couleur, ni son, une vie grise et silencieuse, une vie blafarde, une vie au rabais. Mais les rabat-joie de tout acabit ne parviendront jamais à perturber la famille Lumière. Antoine est désormais une personnalité incontournable qui reçoit dans le grand salon de sa magnifique propriété des invités de marque comme Frédéric Mistral, des personnalités politiques, Jules Defesse, le préfet des Bouches-du-Rhône, le ministre de la Marine, le vice-amiral Bénard, et de nombreux amis issus de la société ciotadenne, dont Louis Vézinier, le directeur des messageries maritimes, ou Raoul Gallo, propriétaire de l'Éden Théâtre, qui accueillera les premières projections payantes d'Antoine Lumière et qui, aujourd'hui, est la plus vieille salle de cinéma du monde, après la reprise de ses activités en 2013 pour l'année de la culture. Nous étions parfois plus de 30 à table, avec les neveux, les cousins et les amis, rapportera plus tard Louis. Ma mère, une femme admirable, s'occupait de tout. Baignade, partie de boules et de pêche, promenade en automobile. Ah, la vie était belle et joyeuse à La Ciotat. La population vivait à l'unisson de cette famille formidable et sous le soleil de la Méditerranée. C'était la belle époque qui durera jusqu'au funeste été 1914 et, si l'on en croit un sondage de l'Institut BVA, ce fut la période préférée des Provençaux. Pour Louis et Auguste, leur prodigieuse invention faisait partie en quelque sorte de tous ces petits divertissements qui jalonnaient leur vie sous le soleil de la Méditerranée, et ils n'imaginaient pas qu'elle puisse être la plus extraordinaire invention des temps modernes. Ils avaient épousé deux sœurs de la famille Winkler, et leurs sœurs, Juliette et France, épousèrent les deux frères de leurs épouses. Ainsi s'était formé un double quatuor Lumière-Winkler, empreint de fraternité et qui ne songeait qu'à s'amuser. On le retrouve sur les autochromes inventés par Louis et dont beaucoup illustrèrent la vie familiale à La Ciotat. Mais Antoine Lumière voit plus loin, beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas de s'endormir sur ses lauriers. Il faut développer, perfectionner, faire connaître partout en France et dans le monde ce que ses fils ne considèrent que comme un amusement. Il pressent l'extraordinaire avenir du cinématographe. Il commence alors à organiser des séances publiques dans sa ville d'adoption, d'abord dans son grand salon, puis à l'Éden Théâtre de l'ami Gallo. Son rôle va s'avérer déterminant dans le succès du cinématographe. Le 21 septembre,
il fait rédiger un carton d'invitation à des personnalités ciotadènes, ainsi joliment libellé. Monsieur et Madame Antoine Lumière vous prient de vouloir bien leur faire l'honneur d'assister à quelques expériences de cinématographe chez eux le samedi 21 courant à 8h30 du soir. Cette réunion étant toute de famille, vous êtes priés de venir en toilette journalière. Léon Bonifay relatera le 23 septembre, dans son journal, cette séance mémorable qui réunira 150 invités. Samedi soir, Monsieur et Madame Antoine Lumière, conviés à leur somptueuse demeure du Clos des Plages, à la Ciotat, l'élite de la société ciotadène. 150 invités environ avaient répondu à cette gracieuse invitation. Les honneurs de la réception étaient faits avec une grâce exquise par Madame et Mademoiselle Lumière et Madame Winkler. Le but de cette soirée était de faire assister cette réunion choisie à des expériences de cinématographie. Nous n'entreprendrons pas de détailler les mouvements de cet ingénieux mécanisme. Nous nous bornerons à démontrer son fonctionnement, son utilité et les services qu'il est appelé à rendre à la photographie. On peut dire, voyez-vous, que cet article constitue l'acte de baptême du cinématographe dans son berceau ciotadin. Mais il faut à présent pour Antoine franchir une nouvelle étape et monter à Paris afin de faire reconnaître au plus grand nombre le cinématographe. Et pour cela, convier le public à des projections publiques. Antoine avait compris que le cinématographe ne pouvait plus s'adresser seulement à une élite, mais qu'il était destiné à tous. La toute première projection publique qu'Antoine organisa dans la capitale eut lieu le 28 décembre au salon indien du Grand Café de l'Hôtel Scribe, boulevard des Capucines à Paris. On compta seulement 33 spectateurs qui payèrent 1 franc, dont un certain Georges Méliès, acteur et prestidigitateur parisien, qui comprend aussitôt ce qu'il pourrait faire avec une telle invention, puisqu'il proposera quelques jours plus tard à Louis d'acheter les brevets du cinématographe. Celui-ci tenta alors de le dissuader et lui dit « Remerciez-moi, je vous évite la ruine, car cet appareil, simple curiosité scientifique, n'a aucun avenir commercial. » Cet avis pessimiste sur l'avenir du cinéma nous démontre une nouvelle fois que les deux frères, contrairement à leur père, ne croyaient guère en l'avenir de leur invention. Pour en revenir à la projection publique du 28 décembre, au salon indien du Grand Café de l'Hôtel Scribe, il semblerait que Auguste et Louis n'avaient pas jugé leur présence utile. Et c'est Charles Moisson, le constructeur de l'appareil, qui supervisa la projection présentée avec solennité par Antoine Lumière. Voici ce que les spectateurs pouvaient lire sur le programme. Le cinématographe. Cet appareil, inventé par messieurs Auguste et Louis Lumière, permet de recueillir, par des séries d'épreuves instantanées, tous les mouvements qui, pendant un temps donné, se sont succédés devant l'objectif et de reproduire ensuite ces mouvements en projetant grandeur nature devant une salle entière leur image sur un écran. Pour cette toute première séance publique à Paris, 10 films étaient projetés, dont la sortie de l'usine Lumière à Lyon, Le Jardinier, qui deviendra L'arroseur arrosé, dont nous allons parler, ou encore Le repas de bébé.
La fameuse arrivée d'un train en gare de La Ciotat n'est pas projetée ce jour-là, mais le sera par la suite, remportant l'énorme succès que l'on sait. Louis Lumière, qui est généralement derrière la caméra et actionne sa manivelle, va enregistrer en un an plus de 50 films, la plupart ne dépassant pas 50 secondes. Il faut bien voir que les premiers films des frères Lumière étaient des films de famille, destinés à des amateurs aisés auxquels ils voulaient vendre un exemplaire de leur cinématographe. Prenons par exemple Le repas de bébé, réalisé par Louis Lumière en 1895, et dont l'argument est le suivant. Assis autour d'une table, deux parents nourrissent leur enfant à la cuillère. Le père est Auguste Lumière, la mère est son épouse, Marguerite, et l'enfant est leur propre fille, Andrée. Comme pour tous les premiers films de 1895, la caméra est tenue par Louis Lumière, la caméra qui n'est encore qu'une boîte en bois munie d'une manivelle. Je vous signale en passant que le mot caméra remonte au XIIIe siècle, à l'époque des opticiens du Moyen Âge. On retrouvera la petite Andrée dans un autre film, La pêche au poisson rouge. La caméra est toujours entre les mains de Louis Lumière. Andrée est soulevée par son père, Auguste Lumière, au-dessus d'un bocal contenant des poissons rouges. Elle met la main dans l'eau pour jouer avec les poissons et semble ravie. Elle ignore alors, bien entendu, qu'elle est la toute première actrice du cinéma français. Andrée Lumière mourra prématurément à 23 ans en 1917 de la terrible grippe espagnole. À côté de ces films typiques d'un cinéma domestique, apparaissent les premiers films documentaires, comme la mythique Arrivée d'un train en gare de La Ciotat, sorti en janvier 1896. L'effroi des spectateurs en voyant ce train surgir sur l'écran et foncer sur eux n'est pas une légende. En revanche, la fuite de certains hors de la salle semble relever du mythe que représente ce film. Néanmoins, comme le rapportera Helmut Karasek dans le journal Der Spiegel, ce court-métrage a eu un impact particulièrement durable. Oui, il a provoqué la crainte, la terreur et même la panique. Selon le réalisateur Georges Franju, c'est incontestablement le premier film d'épouvante. Louis Lumière, en photographe talentueux, positionna sa caméra pour ce film de façon à renforcer le côté spectaculaire de cette entrée d'un train en gare. Il utilisa la diagonale du champ, comme il le fera ensuite pour d'autres sujets, dont la promenade des autruches au jardin des plantes, technique que retiendront parfaitement les cinéastes anglais et américains. On y voit, dans la diagonale du champ, des voyageurs en habit du dimanche attendre sur le quai. Il semblerait que sa première idée, en se rendant ce jour-là à la gare de La Ciotat, était de filmer sa mère, en pèlerine écossaise, et sa petite fille Suzanne, qui deviendra plus tard Madame Trarieux. Elles revenaient toutes les deux de Marseille, accompagnées de la bonne, comme le confirme le guide Schex de l'époque, qui permet d'affirmer qu'il ne s'agissait pas du train direct Lyon-La Ciotat, mais de l'omnibus numéro 309 qui arrivait en début d'après-midi, d'où l'éclairage du soleil au zénith, légèrement orienté à l'ouest. Il était tracté par la locomotive à vapeur 121, pourvue de grandes roues motrices, et l'examen de l'image permet d'identifier
identifier la colline qui barre l'horizon à l'arrière-plan. Il s'agit du Pas d'Oulier, dont l'altitude voisine les 500 mètres. Un bagagiste s'approche de la caméra. Au fond, la locomotive à vapeur apparaît. Son image grossit. Ralentissant, elle disparaît finalement à notre regard par la gauche. Des wagons s'immobilisent. Des voyageurs en descendent. D'autres s'apprêtent à monter ou s'attardent sur le quai. Les curieux regardent par les fenêtres des wagons. Certains remarquent la caméra et la fixent du regard. Je voudrais également vous signaler que ce film mythique sera aussi le témoin accablant d'un certain égoïsme qui régnait dans la société de la Belle Époque et qu'il ne faut pas occulter. Parce qu'il est hors du champ, dans les voitures de tête, les spectateurs ne purent voir Léonie Galippé, une Marseillaise âgée de 34 ans, s'affaler sur le quai pour avoir coincé un bouton de bottine dans l'osier d'un de ses paniers de lavande. Louis Lumière lui-même aurait été choqué, semble-t-il, par le peu d'empressement des voyageurs à la secourir. Devenu un monument de l'histoire du cinéma, l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat connaît aujourd'hui une nouvelle jeunesse grâce à l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer de manière significative la qualité de l'image en faisant passer le film de Louis Lumière de 18 à 60 images par seconde, d'où l'accentuation du réalisme de la scène et l'affinement des détails les plus flous. C'est un jeune internaute russe, Denis Chiraïev, qui, le premier, utilisa différentes techniques algorithmiques pour parvenir à un résultat tout à fait remarquable. Voilà incontestablement une utilisation vertueuse et très réussie des possibilités techniques immenses offertes par l'intelligence artificielle au service du patrimoine cinématographique. Nous allons nous arrêter à présent sur un autre film mythique de Louis Lumière, le fameux L'arroseur arrosé, initialement intitulé Le jardinier et le petit espiègle. Montré pour la première fois à La Ciotat le 21 septembre 1895 au cours d'une projection privée, puis mis à l'affiche des projections payantes organisées dans le salon indien au Grand Café. Sa particularité est qu'il raconte une histoire certes très simple et futile, mais complète, et qu'il est basé sur un synopsis adapté d'une page humoristique de l'illustrateur Hermann Vogel, très connu pour ses dessins et caricatures publiés dans les journaux Le Rire et l'Assiette au beurre. C'est donc de l'une de ces pages humoristiques que les frères Lumière tireront L'arroseur arrosé, la toute première comédie de l'histoire du cinéma. Cette histoire, en 5 tomes, illustre fort bien le proverbe « Rira bien qui rira le dernier », puisque le jardinier est en train d'arroser, première action, puis il voit brusquement l'eau se couper sans remarquer un jeune garçon qui vient d'écraser le tuyau sur son pied. Deuxième action, il regarde alors le bec d'arrosage et reçoit le jet en pleine figure quand le gamin espiègle libère le tuyau. Troisième action, mais il réagit aussitôt et attrape le farceur qui se voit administrer une magistrale fessée. Quatrième action, il reprend ensuite calmement son travail. Cinquième action. Le jardinier était interprété par François Clerc, qui était réellement le jardinier du Clos des Plages. Quant au gamin espiègle,
c'était le jeune Édouard Lumière, le dernier-né de la fratrie des Lumières, alors âgé de 11 ans. C'est ensuite l'électricien local, Léon Trottobas, qui reprit ce rôle pour la première projection de Le jardinier et le petit espiègle, toujours aux côtés de François Clerc, et un an plus tard, à Lyon, un jeune employé du service de l'emballage, Benoît Duval, sera à son tour le petit espiègle. C'est cette version qui passera à la postérité. Pour en revenir à François Clerc, il fut très content de jouer cette scène qu'il tourna au moins 4 fois, dont 2 fois à La Ciotat avec Édouard Lumière. On peut dire que François Clerc fut le premier acteur de l'histoire du cinéma français. Ce ciotadin, né en 1868, entra au service d'Antoine Lumière dès que celui-ci acheta la maison de Claude Desplages. Il semblerait qu'il fût pressenti par la suite pour jouer dans d'autres films des frères Lumière, mais, à ma connaissance, il préféra continuer à arroser les fleurs et à cultiver son jardin. Et il quittera plus tard La Ciotat pour Lyon afin de se rapprocher de sa sœur, et il fut alors jardinier dans le quartier de Montplaisir, puis travailla à l'usine Lumière, et il finira sa vie dans l'asile de vieillards de Montélimar. Il décédera en 1952 à la veille de ses 85 ans. Toute sa vie, il racontera inlassablement ses souvenirs aux journalistes curieux de rencontrer le premier acteur de l'histoire du cinéma. Et il témoignera toujours de sa vive affection et de sa reconnaissance pour la famille Lumière. Voici ce qu'il confia à un journaliste en juin 1949. J'ai gardé un précieux souvenir du père Lumière, établi à La Ciotat, et de ses 3 enfants, Louis, Auguste et ce petit diable d'Édouard. À cette époque, qui remonte, disons, vers 1894, Louis et Auguste Lumière, encouragés par leur père, travaillaient dur pour mettre au point une curieuse machine à photographier, munie d'une manivelle qu'il fallait tourner à la main pour que le tout donne quelque chose. Ah, cette mise au point fut laborieuse, et Louis se rangeant les ongles, et Auguste le nez en l'air, cherchant, semble-t-il, au ciel, la bonne inspiration. Brusquement, un beau matin d'été, les 2 jeunes gens vinrent me trouver au bout du jardin dans lequel je travaillais, suivis de ce petit coquin d'Édouard, tous 3 porteurs d'un extraordinaire attirail. Louis monta le trépied, Auguste ajouta au-dessus de sa boîte à manivelle, et Édouard alla chercher, à quelques pas de là, un tuyau d'arrosage. Il y avait là-dessous un noir mystère dont je devais faire les frais, tout en me haussant au rang de premier acteur du cinéma du monde. Lorsque tout fut installé, alors que Louis tenait dans la manivelle de la curieuse boîte, Auguste me dit: « François, prends le jet et arrose devant toi, sans te préoccuper de nous. Édouard, en pressant avec le pied sur le tuyau, te donnera ou t'enlèvera de l'eau. » Les choses se firent comme convenu, et ce fut ainsi que j'arrosai par jets saccadés, l'eau me giclant parfois au visage, tandis que Louis et Auguste tournaient sans arrêt la fameuse manivelle, dirigeant continuellement sur moi l'œil en verre de cette boîte. L'arroseur arrosé eut un tel succès qu'il fut repris par d'autres cinéastes, et notamment par l'anglais James Bamforth, qui tourna A Joke on the Gardener, on se moque du jardinier. Dans tous ces petits films, et dans ceux qui suivront, souvent comiques, parfois dramatiques, quel que soit le sujet, l'action se situe dans le même lieu.
Elle est filmée en un seul plan selon un unique cadrage. Quant aux personnages, ils sont souvent vus en pied. Georges Méliès, quand il s'initie aux prises de vue cinématographiques, les copia sans état d'âme, comme tout un chacun à l'époque. Et c'est ainsi qu'il donnera sa propre version de L'Arroseur en 1896. Mais les frères Lumière ne s'en offusquent nullement. Ils sont même très fiers et s'intéressent particulièrement aux astuces de Méliès qui, par exemple, fait disparaître et réapparaître une jeune femme par 2 arrêts de caméra et 2 reprises du tournage sans bouger l'appareil, ce qui stupéfie le public et fait son succès. Ce film, intitulé Escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin, en fera l'un des premiers magiciens du cinématographe. Et il est incontestablement le précurseur des effets spéciaux. Quant au cinéaste anglais George Albert Smith, il invente ce que l'on appellera plus tard le gros plan. En 1902, Georges Méliès frappe un grand coup. Il met en scène le périple de 6 astronautes en redingote et chapeau, dont la fusée est propulsée par un canon géant dans l'œil d'une lune peuplée d'habitants hostiles. C'est le voyage dans la Lune, le premier film de science-fiction, un petit chef-d'œuvre. Antoine Lumière assistera à la première de ce film d'une durée incroyable, pas moins de 14 minutes. Il félicitera chaleureusement Méliès. « Vous avez compris que l'homme est en quête de merveilleux. » Lui-même avait compris que l'une des premières missions du cinéma devait être de sortir le spectateur de son quotidien et de le faire rêver. En l'occurrence, aller sur la Lune, n'était-ce pas l'un des plus vieux rêves de l'homme? Mais le rêve est par essence déconnecté de la réalité. C'est la raison pour laquelle le voyage sur la Lune de Méliès est empreint de poésie et d'images fantasmagoriques. Durant toutes ces années de jeunesse du cinéma, Antoine Lumière s'efforça de persuader Louis et Auguste de l'avenir extraordinaire de leur invention. Mais les 2 frères restaient perplexes et trouvaient les ambitions de leur père de plus en plus démesurées. Et pourtant, le succès du cinématographe ne cessait de s'amplifier. Dès 1896, des centaines de demandes d'achat avaient commencé à affluer chez les frères Lumière, provenant des 4 coins du monde. Tous voulaient avoir le cinématographe des frères Lumière. Face à cette demande qui ne cessa de s'accroître, Auguste et Louis durent former au plus vite la relève et dans ce but, ils créèrent leur propre école d'opérateurs. Félix Mesguich, Alexandre Promiot ou Francis Doublier, les 3 premiers grognards du corps expéditionnaire Lumière, sont propulsés formateurs en quelques semaines seulement, après avoir été eux-mêmes formés très rapidement sur le terrain. Il faut savoir qu'aucune référence n'est exigée pour ce domaine entièrement nouveau. En revanche, il était demandé aux nombreux candidats d'être très motivés, et c'est ce qui sera ensuite demandé aux recrutés. Être motivés, débrouillards et fonceurs. La formation est très rapide. En quelques heures, ils apprennent l'essentiel sur cette nouvelle technologie prometteuse. Il faut savoir changer la pellicule sans perdre de temps, tourner la manivelle au bon rythme, ni trop vite, ni trop lentement. Au bout de 2 semaines, après un bref stage de projectionniste, ces hommes sont prêts à être lâchés dans la nature avec une seule contrepartie,
reverser 50% de leurs recettes brutes aux Lumières. Tous sont partants et enthousiastes. Mais Louis Lumière a l'art de calmer les ardeurs des plus exaltés. À l'une de ces toutes premières jeunes recrues qui échafaudent de grands projets, il se veut direct et franc. Vous savez, ce n'est pas une situation d'avenir que nous vous offrons. Cela peut durer 6 mois, une année, peut-être plus, peut-être moins. En fait de CDD, l'aventure va se prolonger 9 ans. Les débuts du cinéma peuvent être comparés aux débuts de l'automobile et de l'aviation. Il faut savoir tout faire, résoudre les multiples problèmes, improviser, inventer, bricoler. En plein reportage cinématographique à Brême, un dimanche matin, l'opérateur Alexandre Promiot se retrouve en fin de bobine. Pour achever son reportage, il lui faut absolument remettre de la pellicule vierge dans sa caméra. Mais où trouver une chambre noire, un lieu entièrement à l'abri de la lumière? Comme en ce jour dominical, impossible de trouver une boutique de photographe, il aperçoit au bout de la rue une enseigne de pompes funèbres. Il entre et demande de se faire ouvrir un cercueil. Il s'y introduit avec son matériel, s'allonge dans l'obscurité complète et, nullement intimidé, procède calmement au changement de ses bobines. 3 minutes plus tard, il donne le signal de la réouverture en frappant 3 petits coups contre la paroi. Aussitôt libéré, l'opérateur, ressuscité, s'en retourne à son reportage. À côté des acteurs et des reporters cinématographiques, une autre profession va naître avec le cinéma muet, celle de bonimenteur. Dérivé de l'argot bonir, raconter de bonnes histoires, le bonimenteur était celui qui utilisait la parole en affirmant les qualités d'un produit dans le but de le vendre au plus grand nombre, quitte à exagérer un tantinet ses qualités. Ce marchand d'illusions sollicitait la crédulité des gens. Dans les premières années du cinématographe, le bonimenteur, appelé Bensky au Japon, Explicador en Espagne, était chargé de commenter les films et de remplacer en quelque sorte le son manquant des premiers films muets. Il attirait le public à l'instar du bonimenteur du monde forain. Le bonimenteur de cinéma a pour origine le fatiste du XVIe siècle. Oui, vous ignorez peut-être ce qu'est un fatiste, ce mot désuet n'étant plus employé. Le fatiste, ou fétiste, du latin facere, faire, est celui qui, au Moyen-Âge, écrivait des mystères, pièces de théâtre religieuses, et au XVIe siècle faisait des vers pour disputer le prix des jeux floraux. Notre bonimenteur de cinéma ne s'exprime pas en vers, généralement, mais il s'efforce d'éblouir l'assistance par un étalage de phrases sonores et emphatiques. Il doit atteindre les dernières limites de l'éloquence. Le bonimenteur va très vite s'imposer dans les salles obscures et devenir indispensable dans les premières années du XXe siècle. À l'origine, les principaux organisateurs de projections de films sont les forains, et le cinéma se distinguait à peine des autres attractions de foire. Les séances sont loin de se dérouler dans le silence. Elles étaient en général accompagnées de bruitages réalisés en direct avec des instruments ingénieux dont certains, issus de la scène, restent encore utilisés par les bruiteurs. Le plus souvent,
Le projectionniste improvisait lui-même des commentaires annonçant les sujets qu'il allait passer. Il ne faut pas oublier que durant la première décennie du cinéma, les bobinots, comme Louis Lumière appelle ces vues photographiques animées, ne dépassent pas une minute chacun, puis la durée des films augmentera progressivement, atteignant une dizaine ou une quinzaine de minutes vers 1910. Le projectionniste, responsable de son stock de pellicules et du bon fonctionnement de sa machine, fut très vite secondé par le bonimenteur, qui lit d'abord un commentaire qui lui est fourni par le producteur, ou à défaut l'improvise, avant d'occuper une place essentielle. J'ai retrouvé la trace de l'un des premiers bonimenteurs du cinéma des Frères Lumière en Provence. Il s'appelait Simon Guéripel. Il était marseillais, fils d'un montreur d'ours de Sisteron, et exerçait la profession de camelot sur les marchés de Marseille et d'Aubagne. C'est Louis Lumière qui le découvrit sur le marché de la Plaine et lui proposa d'utiliser sa faconde au service de la science. Proposition alléchante, même s'il ne fut pas question alors de rémunération. Il accepta sans hésiter et aussitôt s'imposa par sa verve, sa bonhomie et son enthousiasme. Il jouait également du piano et accompagnait les projections. La musique et ses commentaires, ses exclamations, sa fougue, sa gestuelle bien marseillaise attiraient un public toujours plus nombreux. C'était à sa manière un artiste qu'on pourrait qualifier d'inclassable, mais il restait dans l'ombre et se montrait rarement en pleine lumière devant le public, par une sorte de modestie ou d'humilité, tenant sans doute à s'effacer devant la magnifique invention qu'il servait de son mieux, d'où une sorte de mystère qui l'enveloppait. De par le bouche à oreille, Simon Guéripel parvenait à attirer le public qui venait presque autant pour lui que pour les films proposés. Simon Guéripel connut, semble-t-il, une mort particulièrement affreuse en 1905, assassiné d'une cinquantaine de coups de couteau par un malade mental échappé de l'asile Saint-Pierre. Vers 1910, cependant, écrit Germain Lacasse, historien d'art, le cinéma connaît déjà un langage qui se suffit à lui-même. Même si le parlant n'est pas encore inventé, le cinéma a ses sous-titres, des scénarios intelligibles, ses mises en scène, mais le bonimenteur n'en disparaît pas pour autant. En fait, c'est surtout en Amérique qu'il continuera à s'imposer jusqu'au début du cinéma parlant et même au-delà. Dans les années 1930, au Québec, Germain Lacasse raconte que le bonimenteur Axel Saint-Charles, alias Balloon, deviendra même un instrument de revendication, voire de résistance, qui, à l'issue des films, se permettait de se moquer de l'impérialisme et de la colonisation. Au théâtre Harlequin de Québec, il fredonne une chanson que tout le monde reprend en chœur et qui se termine ainsi. La morale de cette chanson, c'est qu'aux prochaines élections, s'il y a du chômage, nous serons là pour les déplanter, tous ceux qui nous auront laissés dans l'esclavage. En 1899, le cinéma des Frères Lumière est devenu incontournable. Et le 21 mars, après celle de décembre 1895, une autre séance historique organisée par le Royal Biographe se déroula à l'Eden Théâtre en présence de 250 spectateurs. Cette date fera de l'Eden l'incontestable doyenne du cinéma, puisque toutes les autres salles de l'époque ont aujourd'hui disparu, transformées en commerce
ou en parking. Lors de cette séance mémorable, l'affiche imprimée pour l'occasion annonçait: le spectacle des plus scientifiques, absolument moral et intéressant, est aussi bien goûté par les grandes personnes que par les enfants que l'on peut amener sans crainte. L'Éden Théâtre sera dirigé quelques années plus tard par Félicien Tréouet, ami des Lumières et acteur dans quelques-uns de leurs films. Après une fermeture de quelques années en 1995, pour des raisons de sécurité, l'Éden fut réaménagé et réhabilité, et la doyenne du 7e art reprit ses activités en 2013, comme je l'ai signalé précédemment, pour Marseille, capitale européenne de la culture. Entre 1896 et 1907, les frères Lumière et leur cinquantaine d'émissaires dans le monde vont enregistrer 1500 films, dont 422 voyages en France ou à l'étranger, 367 scènes d'ambiance familiale, dans le style du repas de bébé, 271 fêtes officielles ou populaires, 180 vues militaires, 124 scènes maritimes et 97 films comiques. Dans la catégorie des événements historiques immortalisés par le cinéma des frères Lumière, je voudrais citer 2 ou 3 des films les plus emblématiques. En 1896, les fêtes du couronnement du tsar Nicolas II, pour lequel on utilisa 8 bobinots de moins d'une minute chacun. Les prestations de l'école de cavalerie de Saumur. En 1897, les fêtes du jubilé de la reine d'Angleterre Victoria, 9 bobinots, et le voyage du président de la République Félix Faure en Russie, 14 bobinots. Les Américains préférèrent plutôt, dès le début, développer les films de fiction et d'aventure qui annoncèrent les fameux westerns à partir des années 20. L'un des grands films américains de l'époque du muet, sorti en 1903, est, selon moi, The Great Train Robbery, l'attaque du grand train, du réalisateur et producteur Edwin Porter, qui est pour moi l'un des cinéastes les plus importants de l'ère du cinéma muet et aujourd'hui injustement oublié du monde du cinéma. Je voudrais également citer le remarquable The Count of Monte Cristo, le comte de Monte Cristo, réalisé par Francis Box et Thomas Parsons, inspiré du roman d'Alexandre Dumas. Les scènes d'intérieur furent tournées à Chicago et les scènes extérieures en Californie. Les 2 acteurs, Hobart Bosworth, interprétant Edmond Dantes, et Francis Box, l'abbé Faria, sont criants de vérité. Le Comte de Monte Cristo fut le premier film tourné à Hollywood. Puisque nous parlons ce soir de la naissance et de la petite enfance, dirons-nous, du cinéma, il me semble nécessaire de nous arrêter quelques instants sur un drame épouvantable qui faillit être fatal au cinéma à ses débuts, même s'il nous éloigne un tantinet de La Ciotat et des frères Lumière. Ce drame, c'est l'incendie du bazar de la Charité en 1897. Situé rue Jean Goujon, dans le quartier des Champs-Élysées à Paris, le bazar de la Charité, un grand édifice de 1000 mètres carrés, construit en sapin et couronné d'une toiture de verre, recevait depuis 1885 des objets, lingeries et colifichets divers qui étaient mis en vente au profit des plus démunis.
Ces ventes de bienfaisance étaient organisées par le financier Harry Blount, membre de la haute bourgeoisie catholique, et présidées par le baron de Macquot, député de l'Orne et ancien ministre de la Marine. La charité était alors tendance, comme l'on dirait aujourd'hui, et ce sont aux femmes, pour la plupart appartenant à la grande bourgeoisie catholique, qu'incombait l'organisation de cette charité mondaine à travers les patronages catholiques, à travers des bals et ainsi que des ventes de bienfaisance. En avril 1897, le baron décida de réunir les responsables du bazar de la charité, la duchesse d'Alençon, sœur de Sissi, l'impératrice d'Autriche, sa belle-fille Henriette, nièce du roi des Belges Léopold II, la duchesse d'Uzès, la marquise de Saint-Chamond et quelques autres personnalités, afin de leur annoncer qu'une vente exceptionnelle allait être organisée en faveur des plus démunis par la comtesse de Maillé, alors à la tête des cercles catholiques d'ouvriers, et que pour la circonstance, le bazar allait être décoré pour représenter une rue de Paris à l'époque médiévale. Il s'agissait donc d'une reconstitution en carton-pâte confiée à Chaperon, le décorateur de l'Opéra de Paris. L'ensemble de l'installation faisait le plus bel effet, mais on avait malheureusement commis l'imprudence de condamner, pour gagner un peu de place, la plupart des portes s'ouvrant sur l'extérieur. Tout le gratin de la bonne société, le quota du tout Paris, soit quelques 1200 personnes, se presse donc ce 4 mai 1897, jour choisi pour cet événement, afin de verser leur obole en paradant en grande pompe. C'est au fond du bazar que l'on installa, sous un appentis en planche, un cinématographe des frères Lumière qui allait, à n'en pas douter, subjuguer et divertir les foules pour seulement 50 centimes. Au programme, les grands classiques de Louis Lumière, la sortie des usines Lumière à Lyon, l'arrivée du train en gare de La Ciotat et l'inévitable l'arroseur arrosé. Vers 4 heures de l'après-midi, après la bénédiction des lieux par le nonce apostolique, les festivités commencèrent, de même que la première séance de cinéma. Il faut savoir que l'éclairage servant à projeter l'image sur la toile était fourni par un chalumeau Securitas utilisant oxygène et éther. Cette sorte de lanterne, dite aussi multisaturateur, dont la marque Securitas semblait garantir une sécurité à toute épreuve, s'éteignit en cours de séance. Bellac, le projectionniste, interrompit alors la projection. Il fallait remplir la lampe d'éther. Ce n'était pas évident dans l'obscurité de la cabine, et il s'en plaignait devant son assistant, le russe Grégoire Bagratchot, qui, croyant bien faire, craqua aussitôt une allumette suédoise au milieu des vapeurs d'éther pour l'éclairer. Bellac hurla en le voyant faire, mais il était déjà trop tard. En une seconde, la lampe et les pellicules en celluloïd explosent. Le rideau de la cabine est en feu, et en un éclair, l'incendie se propage partout avec une violence et une vitesse incroyables. Les victimes se comptent aussitôt par dizaines. On en dénombrera 124, parmi lesquels les plus grands noms de l'aristocratie française et de la haute société parisienne, dont la sœur de Sissi, la duchesse d'Alençon. Les cadavres calcinés seront ramassés à la pelle, confirmant l'épouvante vision de la célèbre voyante Henriette Couédon, qui, quelques jours plus tôt,
avait vu des images du drame qui, avait-elle précisé, se situera près des Champs-Élysées, dans un endroit conçu dans un but de charité. La première constatation qui fut faite est que sur les 124 victimes, il y eut 118 femmes et seulement 6 hommes, dont un garçon, un groom de 14 ans, et le docteur Feulard, qui, après avoir sauvé sa femme, était retourné dans la fournaise pour y chercher son fils. Quelques jours après, l'Écho de Paris posait la question à la une de son numéro du 14 mai. Qu'ont fait les hommes? Force est de constater que parmi les 200 hommes présents, 2 seulement furent admirables, et une dizaine en tout firent leur devoir. Tous les autres se sauvèrent comme des lapins, mais de surcroît, rapporteront de nombreux témoins, en se frayant un passage dans la chair féminine, à coups de pied, à coups de poing, à coups de talon, à coups de canne. Une religieuse racontera: des messieurs m'ont jeté à terre, foulé aux pieds. Ils abattaient les dames à coups de poing pour fuir plus vite. C'est une jeune fille qui m'a sauvé. La presse ridiculisa alors ces chevaliers de la pétoche, ces marquis de l'estampette et tous ces hommes lâches et brutaux. Je parlais précédemment d'un certain égoïsme qui régnait dans la société de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, mais il faut bien dire qu'il n'est malheureusement pas l'apanage, de la belle époque. Le baron Macquot, qui fut l'un des premiers à quitter la fournaise, reçut le lendemain du drame le courrier d'un père, anéanti de douleur, lui déclarant: je regrette, monsieur, qu'en qualité d'ancien officier de marine, je sois obligé de vous rappeler que le commandant doit quitter son bord le dernier. La famille Lumière fut très affectée par ce drame, et particulièrement Antoine Lumière, qui meurt 3 ans plus tard, en 1911, à l'âge de 71 ans. Et il semblerait que ce drame, dont il se sentait un peu responsable, ne fit que hâter sa mort. La catastrophe eut par ailleurs des répercussions considérables dans la société. Tout d'abord, elle souleva un grand trouble chez les croyants et auprès des catholiques. Pour certains, Dieu avait voulu punir une caste orgueilleuse, habituée à pratiquer une charité qui ne la prive de rien. Le principe du cinématographe sera même remis en cause par ces mêmes accusateurs. Voilà, s'écrient certains, le résultat d'une conquête scientifique qui prétend se passer de Dieu. Louis et Auguste Lumière, qui assistèrent à la cérémonie en mémoire des victimes à Notre-Dame de Paris, soulignèrent alors que le cinématographe n'entendait se passer de personne et que Dieu ne pouvait pas ne pas aimer le cinéma. La catastrophe du bazar de la Charité porta cependant un rude coup au cinématographe qui va être abandonné par les classes aisées qui préférèrent s'en tenir à l'écart pendant plus d'1 an. Mais, paradoxalement, les classes populaires les remplacèrent et feront du cinéma au XXe siècle la distraction préférée des Français et la plus populaire. En 1915, Joséphine, l'épouse d'Auguste, meurt à son tour. Et en 1917, l'avion de chasse du jeune Édouard, qui avait été l'espiègle dans l'arroseur arrosé, est abattu au combat. En 1925, 1 an après la mort des 2 sœurs France et Juliette, le palais et les propriétés Lumière
témoins de tant de moments de joie et d'émotion avec la naissance du cinématographe, sont vendus à une société immobilière qui aménagea le lotissement du Clos des Plages. L'un des architectes de ce chantier s'appelait André Jacob et fut le père de Simone Veil qui, petite fille, venait passer l'été à La Ciotat. Quant au splendide palais d'Antoine Lumière, il devint un grand hôtel, mais il resta lié au monde du cinéma puisqu'on y tourna le film Feu de joie avec la célèbre chanson de Ray Ventura « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Les frères Lumière restèrent tout le reste de leur vie nostalgiques de cette époque de bonheur, comme en témoignera Louis dans une lettre à Émile Ripert. La Ciotat, que de bons et précieux souvenirs se rattachent à ce coin béni des dieux. N'a-t-il pas été, durant de longues années, le lieu de prédilection où tous les miens allaient se réunir dans une heureuse atmosphère d'affection? La Ciotat, je ne saurais l'oublier, fut le cadre naturel de la plupart de mes réalisations cinématographiques. Et c'est là que j'ai goûté les satisfactions profondes que procure l'heureuse solution d'un problème patiemment étudié. L'attachement des deux frères pour la Ciotat était aussi solide que celui des Ciotadins pour leurs hôtes illustres qui fit connaître leur petite ville dans le monde entier. Lorsque j'étais obligé de quitter le pays, la propriété, c'est la mort dans l'âme que je l'ai fait, le cœur gros et les larmes aux yeux. En 1958, un monument fut installé sur la grande plage, un hommage aux deux frères. Il découpe sur le fond bleu de la mer un écran surmonté des médaillons représentant les profils des deux inventeurs du cinéma, Louis et Auguste. Mais je regrette personnellement que leur père, Antoine, qui fut à l'origine de cette prodigieuse aventure en choisissant la Ciotat, ne soit pas représenté sur ce monument. Les frères Lumière produiront des films jusqu'en 1902. Puis ils eurent la sagesse de s'arrêter quand ils comprirent que le cinématographe était un langage nouveau qu'ils ne parvenaient plus à maîtriser, et ils se contentèrent alors de suivre avec émotion l'extraordinaire essor de leur invention. Papa Antoine, comme l'appelait Édouard enfant, avait eu raison. Il avait pressenti dès le début le glorieux avenir du cinéma, comme on l'appelait désormais. Louis et Auguste travailleront sur d'autres inventions ou théories. Auguste explorera l'univers médical en tentant de diffuser, sans grand succès d'ailleurs, une théorie des phénomènes colloïdaux en biologie. Ils mettront au point divers médicaments tels que le tulle gras lumière pour soigner les brûlés, ou encore en travaillant sur la cryogénie. On recensera pas moins de 143 brevets qu'ils déposeront en presque 60 ans, collectifs ou individuels. Pendant ce temps-là, à Marseille, le cinéma deviendra l'attraction favorite de la population, toutes classes sociales confondues. Alors qu'à Paris, ses débuts furent plus difficiles, notamment avec la tragédie du bazar de la Charité. On observera que dans la cité phocéenne, le cinéma, dès son apparition, provoqua des queues devant les premières salles aménagées pour lui. Curiosité technique,
renouvelant la vieille pratique de la lanterne magique, inventée au XVIIe siècle et ancêtre de nos appareils de projection, il intéressa d'abord tous les inconditionnels de l'image, puis bientôt la grande majorité des Marseillais, toujours avides de nouveautés. Après avoir été présenté en décembre 1898 à la Foire aux Santons, le cinématographe s'installe dans 2 grandes salles sur la Canebière, au 14 rue Noailles, presque en face de l'hôtel du Louvre et de la Paix. Le nouveau théâtre ouvre en octobre 1899 avec ses machines à sous, ses jeux, son phonographe à haut-parleurs géants et en vedette le cinématographe des Frères Lumière. Suivront de nombreuses salles où seront projetés des films, puis, dès l'hiver 1905-1906, l'Eldorado de la place Castellane se consacra pour la première fois exclusivement au cinéma. Aujourd'hui encore, Marseille s'affirme comme la 2e ville de France pour ses activités cinématographiques. Louis Lumière meurt en juin 1948, non loin de La Ciotat, près de Bandol, et Auguste en avril 1954 à Lyon. Le cinéma poursuivra sa mutation avec d'autres grandes figures passionnées à travers de spectaculaires avancées technologiques. Après le son et la couleur, l'écran devient panoramique grâce au cinémascope et nous sommes en train de vivre depuis les années 2000 la révolution numérique. L'aventure, l'incroyable aventure, commencée dans la petite ville de La Ciotat sur les bords de la Méditerranée, continue. Je vous remercie